Allez, je lance. Bon, ben, si vous voulez bien, on va commencer. Merci d'être là. On est un petit peu moins nombreux que d'habitude, mais je suppose que voilà, après les fêtes, certains sont un peu chez eux ou à récupérer. Merci en tout cas. Sur les ronds-points. Ou sur les ronds-points, absolument. Alors, donc, le sujet que nous avons choisi pour ce soir, c'est l'actualité. L'actualité, c'est aujourd'hui la colère, hein, la France en colère, la révolte des Gilets jaunes. Cette révolte, hein, je crois qu'on en convient tous, elle rend compte d'une opposition entre le pays réel et le pays légal. Et c'est une remise en cause du désordre établi. Et c'est aussi un soulèvement d'espoir, et c'est aussi une exigence d'un ordre vrai. Et ceux qui parmi nous se rendent sur les manifestations ou sur les ronds-points, quand nous discutons avec les manifestants, on le sent bien, ce que les gens veulent, c'est pouvoir vivre dignement et décemment de leur travail. Ils ne demandent pas la charité, ils ne demandent pas à être assistés, ils ne demandent pas à ce que l'État s'occupe de tout, ils demandent simplement à vivre en français libre et à penser librement. Donc c'est un mouvement qui est absolument exemplaire, et il a trois volets. Là je reprends un peu l'article de François Marcillac dans Le Bien commun, qui est remarquable, le bien commun de janvier, qui est sorti, qui est vraiment, je vous invite à le lire et à vous le procurer et à le lire. C'est un mouvement social, c'est un mouvement souverainiste et c'est un mouvement identitaire. Il est social parce qu'il est parti à la fois de cette colère. On nous a imposé à rouler à 80 km/h. Déjà dans les campagnes, c'était déjà un sujet de grave mécontentement, parce que ça avait un impact sur la vie quotidienne des Français, et surtout parce que ensuite on y a rajouté cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase, cette taxe carbone qui ne s'appliquait que à ceux qui justement avaient besoin de leur voiture pour aller travailler, qui ne s'appliquait pas à ceux qui prenaient l'avion et à tous les bobos qui prennent l'avion pour aller à Marrakech ou ailleurs. Hein, et eux, sur le kérosène et dans leur billet d'avion, ils n'ont pas à payer de taxe carbone. Donc cette revendication d'une fiscalité plus juste et moins pesante, ça a été le point de départ. Ça a été aussi quand même le maintien des retraites et des allocations familiales à un niveau au moins de l'inflation. Hein, c'est quand même la première fois qu'on ne revalorise pas ces deux... voilà. Et puis ensuite, ce qui est assez rapidement apparu, c'est une demande d'une meilleure utilisation des recettes. La France est quand même un pays où le consentement à l'impôt est très fort. On a à la fois un pays qui épargne et un pays qui consent à l'impôt. Or, ce gouvernement est arrivé à la fois à ce que l'épargne baisse et à ce que les gens n'aient plus confiance et aujourd'hui demandent des comptes sur quel est l'emploi qui est fait de notre argent. Et donc, voilà. Donc ça, c'est la dimension sociale de ce mouvement. Ensuite, il y a une dimension souverainiste et qui est très forte. Ce que les gens réclament sur les ronds-points et dans les mouvements des Gilets jaunes, c'est que l'État soit moins présent, mais mieux présent, c'est-à-dire que là où il doit être, voilà, que le service public puisse être un service de proximité, mais pas forcément plus d'État, que l'État assure le bien commun, et ça c'est quand même une revendication tout à fait sympathique, et puis que l'État soit souverain, et on voit que le mouvement des Gilets jaunes, aussi bien dans les médias que sur les ronds-points, sur le terrain, a tout de suite pointé la responsabilité des abandons de souveraineté de nos différents gouvernements depuis 30 à 40 ans face à Bruxelles. Et donc ça, c'est un point fort et qu'il faudra accentuer. Donc, social, souverainiste et puis identitaire, parce que les Français de souche, comme les immigrés bien intégrés, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, qui se sentent français, qui sont assimilés, et portent ces revendications. Et donc, je crois que pour ceux qui vont à ces manifestations, vous avez pu voir que c'est la France profonde, c'est la France qui souffre, c'est la France voilà, le petit peuple, les gens de peu, mais voilà, c'est des gens qui demandent simplement à vivre décemment de leur travail. Alors, qui avons-nous, qui cette France réelle, ce pays réel, a-t-il en face de lui? C'est le pays légal. Et le pays légal, il y a bien sûr cette caste politique au pouvoir et tous les obligés de cette caste politique. Il y a l'hyperclasse financière
hein, qui est bien sûr cosmopolite. Et puis, il y a une infrastructure idéologique au service de l'alignement de la France sur le mondialisme. Et alors, on les retrouve évidemment surtout dans les médias, mais pas seulement. Et puis, il y a une classe sociale urbaine, hein, et dans la métropole grenobloise, on la sent présente, qui est très cosmopolite, hein, qui parle d'ailleurs presque autant anglais que français, hein, ils sont plus trop français, et qui s'imagine que ses intérêts sont liés à l'oligarchie financière, c'est-à-dire qu'ils lorgnent vers le haut en se disant mes intérêts sont bons. Et puis dans les gens qui ont soutenu ou qui ont voté Macron, il y en a qui se laissent un peu avoir et qui ne se rendent pas encore compte qu'eux aussi vont subir les effets de cette métropolisation inhumaine et forcée à laquelle on est contraint. Voilà. Donc tout ça fait que le pays réel a bien prendre connaissance de ce pays légal. Et c'est vrai que s'il y a eu des violences à l'égard notamment des journalistes, c'est parce qu'ils exprimaient quand même cette infrastructure idéologique qui est quand même très présente et qu'on sent dans les médias dits, entre guillemets, principaux, mainstream en anglais, principaux en français. Désinformation aussi. Voilà. C'est surtout la désinformation, le mensonge. Mais bon, quand même, le constat absolument heureux qu'on peut faire, c'est que ce réveil français, il a quand même recueilli un soutien qui s'est guère démenti. Bon, il baisse un peu, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est tout à fait logique, mais il a quand même été au plus fort de ce mouvement, il est monté à 75%, alors même qu'on instrumentalisait les dégâts causés par certains casseurs pour diaboliser les gilets jaunes, ça n'a pas marché. On a bien vu que l'opinion ne se laissait pas abuser par ces propagandes, et le soutien a porté à... Donc ça c'est assez unique, hein, ça ne s'est pas produit souvent. Même lorsque nous avons manifesté contre la loi Taubira, on était beaucoup plus nombreux que les Gilets jaunes, mais il est bien certain qu'on n'avait pas le même soutien populaire que celui que les Gilets jaunes ont aujourd'hui dans la population. Donc ça c'est tout à fait nouveau. Voilà, donc je plante un peu le décor avant de parler plus particulièrement du référendum d'initiative citoyenne. Mais ce que je veux vous dire en introduction à Vincent, c'est aussi que nous allons avoir à intervenir dans les débats, et on l'a déjà fait, on a publié un certain nombre de communiqués, et quand je dis on, c'est aussi bien l'Action française au niveau national, c'est les princes hein, qui se sont exprimés aussi. Donc on a une visibilité, par exemple Étienne Chouard, qui est très actif sur les réseaux sociaux et qui est justement un des initiateurs du recours au référendum d'initiative populaire, a fait mention des royalistes, donc il a notre soutien et nous avons son soutien. Donc c'est assez intéressant. Et voilà, donc je vous ai apporté d'ailleurs, parce que nous étions quelques-uns à être à la manifestation, notamment de samedi, il faut savoir qu'à Grenoble, ils se sont assez bien organisés, donc vous pourrez prendre un des tracts. Les rendez-vous sont le samedi à 13 h au Parc Mistral, à côté de la Tour Perret. Et là, on défile en ville à la rencontre de la population pour essayer d'expliquer un peu et de maintenir l'attention, parce qu'il faut qu'elle soit maintenue. Et puis, je crois qu'il y a également un autre rendez-vous le dimanche matin, c'est expliqué dans le tract, donc ceux qui veulent aller au-devant des Gilets jaunes peuvent le faire. Et ce qui est important, on se le disait avec Julien tout à l'heure, c'est aussi d'y aller sans cacher que nous sommes français, que nous sommes fiers d'être français, et que si on est ancien combattant, on porte ses décorations, on porte, voilà, si on est dauphinois et fier d'être dauphinois, on porte le drapeau du Dauphiné, et voilà, et donc, toi tu portais le drapeau du Sacré-Cœur, et ben voilà, c'est une affirmation de conviction et d'identité qui est, et il ne faut pas se laisser intimider par ceux qui, dans la foule, essayeraient de nous, ceux-là d'ailleurs, hein, ceux là, les NPA, qui essayeraient de nous marginaliser. Non, on a le droit d'être là, et on est soutenu par les Gilets jaunes. Donc il n'y a pas du tout d'hostilité de leur part à ce qu'on existe dans ces manifestations. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est donc qu'on écoute Vincent sur ce sujet du référendum, mais bien sûr, si vous avez des questions ou des suggestions à faire,
on pourra donc débattre assez largement, hein, parce que c'est une réunion un petit peu originale qui a été imaginée ce soir. Voilà, donc Vincent, je te propose de te laisser la parole. Tout de suite ou pas, non les médias occultent complètement le fait qu'il y a 22 pays maintenant qui sont gilets jaunes. 22. Oui, il y a un effet de contagion, absolument. Tout à fait. Ouais. Et là, on en parle pas. Donc effectivement, c'est vrai que là, le sujet que je vais traiter ce soir, c'est le référendum d'initiative citoyenne, qui est effectivement quelque chose qui a été porté par les Gilets jaunes dans le cadre de toutes ces revendications. À l'intérieur, enfin, par rapport à tout ce qui a été évoqué par Henri, et qui effectivement sont des éléments importants d'identification des gens et de vraiment leur besoin profond de pouvoir être reconnus, pouvoir travailler, vivre de leur travail, plutôt qu'autrement, et que la fin du mois ne commence pas le 2, quoi. C'est vraiment le besoin qui est profond dans la société, et ce besoin, il est largement au-delà des aspects purement économiques, effectivement, comme tu l'as rappelé, des aspects identitaires et de souveraineté. Et donc, le sujet du référendum d'initiative citoyenne, c'est un peu un moyen ça peut être aussi un moyen de casser la dynamique actuelle du pays légal. C'est un peu de ça dont je vais vous parler. Alors, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites sur le référendum d'initiative citoyenne. C'est à la fois quelque chose qui est, alors, si je le rapproche de la question de la démocratie directe, qui est donc relativement ancien dans notre pays, hein, ça remonte. Je parlerai évidemment de la République des Escartons. Oui, forcément. Donc il y a une profondeur par rapport à ça, et puis c'est aussi un sujet qui est un petit peu récurrent depuis, on va dire, le début des années 2000, autour de la démocratie participative, la démocratie locale, des sujets qui sont comme ça. Et puis finalement, comme tu l'as signalé, oui, il y a tout le travail qui a été fait par Étienne Chouard depuis de nombreuses années. J'y reviendrai plus précisément. Alors en 2008, il y avait eu Sarkozy qui s'était dit tiens, on va faire un référendum, on va modifier la Constitution pour donner un peu plus d'initiative au peuple. On va faire un référendum d'initiative partagée ou parlementaire plus exactement, hein, un RIP. Requiescat in pace, oui c'est ça. D'ailleurs c'est la même année qu'il faisait adopter par le Congrès le traité de Lisbonne, qui était l'enterrement de première classe pour le non-référendum de 2005. Donc il y a globalement une question de défiance des Gilets jaunes vis-à-vis, effectivement, comme tu l'as dit, de l'hyperclasse, de nos élus, des journalistes et compagnie. Et en fait, à travers ça, c'est la question de la représentativité, donc j'y reviendrai. Mais d'abord, je ferai un petit détour pour remettre quelques éléments au clair sur les questions de république et de démocratie, parce que les mots sont allègrement mélangés, et je pense que ça vaut le coup de refaire un petit retour sur le vocabulaire. Ensuite, après avoir parlé donc de ce vocabulaire, et puis du sujet de la défiance et de la représentativité, je parlerai donc de la question justement de la démocratie directe, du plébiscite et du référendum à travers notre histoire. Je regarderai ce qui se passe ailleurs, parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent dans d'autres pays. Alors je n'évoque pas les 22 pays qui ont rejoint le mouvement Gilets jaunes, entre guillemets, mais je pense qu'on doit certainement retrouver dans ceux que je vais évoquer. Et puis à la fin, on parlera des sujets de référendum d'initiative citoyenne. Je vais juste vous passer, là j'ai fait une quinzaine de copies de mes annexes, vous pourrez les garder. Notamment sur le sujet, il y a un petit paragraphe sur les pétitions et puis un petit paragraphe sur les autres sujets qui pourront être abordés au cours du moment du grand débat national qui va démarrer demain. Donc, comme je disais tout à l'heure en introduction, ça me semble essentiel de retrouver le sens des mots, hein, puisque notre école républicaine a largement, depuis fort longtemps, dévoyé les mots et changé le sens des mots. D'ailleurs, une école gérée par l'État, c'est largement un système totalitaire tel que Platon a pu le décrire dans la République. Et donc les mots de démocratie et de république sont largement utilisés l'un pour l'autre.
Donc évidemment, je retourne à la Grèce antique, fondatrice de toute chose pour moi en matière de pensée. Tout ce qui a pu arriver après, finalement, n'est qu'une modification, une relecture pour ou contre de ce qu'a pu élaborer la pensée grecque, et en particulier Aristote. Et donc Aristote, sur cette question du pouvoir, donne 2 critères. Le premier critère, c'est combien de personnes exercent le pouvoir. Est-ce qu'il y en a une seule? Est-ce qu'il y en a plusieurs, enfin un certain nombre, un nombre restreint? Ou est-ce qu'il y a la totalité, ou en tout cas beaucoup? Deuxième critère, c'est à quelle intention est exercé le pouvoir. Est-ce que c'est en vue du bien commun, parce que là il parle d'un critère pur, ou alors en vue d'intérêt particulier. Dans ce cas-là, il parle d'intérêt dévié. Le critère, pardon, dévié par rapport au critère pur. Et alors, dans les systèmes de pouvoir dont Aristote parle en termes de pouvoir pur, avec un critère pur, il parle de monarchie, dans le cas où il y a un seul gouvernant, d'aristocratie, dans le cas où c'est le gouvernement des meilleurs, étymologiquement parlant, et le dernier mot, il utilise le terme de politeia. Politeia que Platon utilise aussi d'ailleurs pour le terme que nous on a traduit par république. Mais voilà, donc le terme de politeia. Et en général, on traduit ce terme de politeia par démocratie. Si vous me le permettez, à la suite du travail que j'avais pu présenter l'année dernière, je préférais utiliser le terme de démocratie directe. Et ensuite, quand le pouvoir est exercé en vue d'intérêt particulier, les systèmes deviennent, quand c'est exercé par une seule personne, la tyrannie. L'oligarchie, quand c'est le gouvernement de quelques-uns, les oligarques, les fameux oligarques. Et démocratos, voilà qui est intéressant. Et en général, on traduit, dans les cours de sciences politiques que j'ai pu suivre, on traduit ce terme de démocratos par démagogie, parce que effectivement c'est embêtant. Là, on tombe sur un point d'achoppement. Comme je l'ai expliqué l'année dernière, j'ai mis beaucoup de temps à interpréter, à comprendre. Et si vous me permettez, je traduirai ce terme de démocratos par démocratie représentative. Si vous me permettez. Ensuite, donc ça c'est les rappels de vocabulaire. Ensuite, dans l'histoire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur ces sujets politiques. Moi, je vais revenir sur quelques éléments juste par petites touches. Donc évidemment, je fais des sauts dans l'histoire, ne m'en veuillez pas. L'objectif n'est pas de rentrer dans le détail de ce sujet-là ce soir. Mais je parlerai de Jean Bodin, qui, dans les 6 livres de la République, parle de la monarchie française comme de la République. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas, dans notre constitution, enfin, dans la constitution de la Ve République, c'est mieux dit comme ça, il est écrit que la forme républicaine de gouvernement ne peut pas être remise en cause, et si on fait une monarchie, on ne remet pas en cause la République. En tout cas, si on s'attache à Jean Bodin. Et j'aime m'attacher à Jean Bodin. Vladimir Volkov, dans son livre « Pourquoi je serais plutôt aristocrate », montre bien que les mots de démocratie et de république ne sont pas du tout synonymes. Il s'appuie aussi beaucoup sur Aristote, et il s'appuie sur l'étymologie des mots. Et puis, les républiques de Gênes et de Venise, ce sont des républiques, mais ce sont des républiques aristocratiques. Peut-être même potentiellement un peu oligarchiques. Je n'entrerai pas dans ce détail, ce n'est pas le propos. En fait, d'où vient cette confusion? Puisque manifestement, il n'y a pas vraiment de confusion dans l'histoire. En fait, la confusion, elle arrive avec Montesquieu, qui distingue monarchie et république. Alors, ils le considèrent tous les deux comme des bons systèmes, comme des systèmes vertueux, avec, pour la République, l'esprit civique qui anime la République, et puis l'honneur, qui est le moteur de la monarchie. Et le troisième cas, donc le seul système dévié, pour lui, c'est le despotisme. Donc il est quand même très réducteur par rapport à notre cher Aristote, et d'ailleurs, par la suite, tout a été bien réduit. Et oui, ce que je disais, c'est que le despotisme, c'est le principe moteur, c'est la peur, la soumission, ces choses-là. Donc évidemment, c'est un principe malsain. En fait, ce que j'ai montré dans ma conférence sur la représentativité, c'est que les 3 dimensions de la représentation des nombres de gouvernants, donc un seul, quelques-uns, la totalité ou beaucoup, sont des choses qui peuvent s'articuler les unes les autres.
et fonctionner finalement les unes les autres en forme de contre-pouvoir les unes par rapport aux autres, toujours en vue du bien commun. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs on peut utiliser le terme de république, comme Jean Bodin l'a fait, pour parler de la monarchie française, de la monarchie dans l'Ancien Régime. Il y a, d'un point de vue pur des mots, du sens des choses, il n'y a pas d'antinomie là-dedans. D'ailleurs, la République, la res publica, c'est la chose publique. C'est pas, enfin, pour les latins que nous sommes, pas pour les Grecs. En revanche, quand on parle des systèmes déviés, là on est dans un système, on a des choses qui sont un peu différentes. On n'est plus dans des contre-pouvoirs, mais plutôt dans des pouvoirs qui vont s'alimenter les uns les autres. Et on va avoir effectivement les intérêts financiers internationaux, les petits lobbies, les gens comme ceux qui sont à côté, alors je ne parle pas d'Alliance Vita, mais les autres, qui pour les intérêts de certaines castes, vont s'alimenter les uns les autres. Et on n'est plus dans un système où les trois sont au contre-pouvoir. En revanche, les trois peuvent cohabiter aussi. Voilà aujourd'hui, avec une démocratie représentative qui ne travaille plus que pour les intérêts des lobbies, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Au niveau européen, ils ont même pignon sur rue. Une oligarchie, donc les journalistes, les hommes politiques évidemment, les stars, les sportifs, tous ces gens-là, la finance également, mais alors là c'est plus nébuleux. Et puis un président inamovible qui peut avoir 80% de la population contre lui et qui reste de toute manière, et qui peut se permettre d'envoyer du flashball dans la tête de ceux qui défilent et de ceux qui demandent à ce qu'on les respecte. Et oui, ce président qui ne travaille finalement que dans l'intérêt de ceux qui l'ont fait élire. Et c'est certainement pas un serviteur zélé de la Banque Rothschild comme on a actuellement qui dira le contraire. Donc après ces petites précisions vocabulaires, qui me semblent importantes, je veux aborder la question de la représentativité. Je ne reviendrai pas dans le même niveau de détail que la dernière fois, hein, ça nous avait déjà pris 2 heures, si je veux aller un peu plus vite. La Constitution de la Ve République fait référence dans ses articles 3, 6 et 14 à ces questions de démocratie directe. Alors je vais vous les citer, puis je vais les expliciter au fur et à mesure, enfin en tout cas ce que j'y vois. L'article 3 dit, donc, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens faisant partie du préambule de la Constitution est intégrée de fait à la Constitution. Donc l'article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Autrement dit, la souveraineté elle peut être remise entre des mains qui ont reçu expressément cette autorité qui elle appartient à la nation. Alors nation, je trouve que c'est une formulation qui est quand même assez vague. Alors, on sait que les révolutionnaires n'étaient pas des parangons de vertu ni des blanches oies. Donc, dans cette formulation, on peut y mettre beaucoup de choses. L'article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Tous les citoyens peuvent concourir à la rédaction de la loi. Et ce, de manière personnelle. C'est-à-dire que la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens reconnaît à chacun d'entre nous la possibilité, évidemment, à partir du moment où on est joui de nos biens civiques, la capacité à élaborer la loi. On peut aussi donner ça, on remet ça entre les mains de représentants. C'est écrit aussi. Alors, non pas que je sois un grand défenseur des droits de l'homme, mais ceux qui en sont les défenseurs feraient bien peut-être d'écouter un petit peu, de lire les droits de l'homme peut-être. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur cette question des représentants, on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'ils représentent. Ils sont élus pour 5 ans, et puis pendant 5 ans, ils font ce qu'ils veulent. L'article 14. Alors celui-ci est intéressant, je réagis par rapport à ton introduction sur un des éléments que tu as rapporté sur l'impôt, sur le consentement à l'impôt. Donc l'article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quotité
l'assiette, le recouvrement et la durée. On fait des choses. Et ce, de manière, tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes. Autrement dit, chacun d'entre nous a le droit de s'intéresser à cette question de l'impôt. Et j'y reviendrai beaucoup à cette question de l'impôt quand j'aborderai les autres cas, les autres pays où des systèmes de référendum, d'initiative des lois ont été mis en place. Donc qu'est-ce qui ressort finalement de ce texte de notre loi fondamentale, comme diraient les Allemands? C'est qu'aujourd'hui les articles 6 et l'article 6 et l'article 14 ne sont pas du tout appliqués en France, ne l'ont jamais été depuis que la République existe. Et d'ailleurs, on peut aussi s'interroger par rapport à l'article 3 sur la façon dont ils exercent le pouvoir, ceux qui l'exercent. Comment un homme qui a été élu par quelques pourcents, moins de 50% de la population, peut se dire... 14, alors au premier tour, il y a le premier, puis il y a le deuxième tour, donc là je fais référence au deuxième, où il a quand même fait un certain nombre, mais ça fait que 43% de la population. Donc voilà, ça reste plus que l'autre, mais bon. Comment? Du corps électoral, pas de la population. Du corps électoral, oui, tout à fait. Du corps électoral, la nuance est importante. Dans la Grèce antique, donc on avait une cité de 300 000 habitants, pour parler des représentants dans la Grèce antique, comment est-ce que ça se faisait? Donc, comme vous le savez, 300 000 habitants, 40 000 citoyens, tout le monde n'était pas citoyen. Ces 40 000 citoyens se retrouvaient, alors, je ne sais pas dans quelles conditions exactement, mais dans l'ecclésia, où ils débattaient de différents sujets, les lois, le budget, l'impôt, l'organisation de la cité, les relations avec l'extérieur, c'est-à-dire la guerre. Ils désignaient par tirage au sort les 500 membres de la Boulée. La Boulée, c'était l'assemblée qui s'occupait de préparer l'ordre du jour de l'ecclésia. Puisque l'ecclésia se réunissait régulièrement. Et ça, ces 500 membres sont désignés par tirage au sort. Ensuite, le gouvernement chargé de mettre en œuvre les décisions de l'ecclésia, c'était l'archonte, qui était constitué de 9 personnes, également tirées au sort. Et dans les deux cas, ceux qui étaient tirés au sort étaient tirés au sort pour une durée d'1 an. J'insiste un peu beaucoup sur ces chiffres. Pourquoi? Parce que on a tendance à me dire oui, mais la Grèce antique, enfin Athènes, c'était une petite cité, etc., etc. On parle quand même d'une cité de 40 000 personnes, de 300 000 personnes gérées par 40 000. On est sur des gros chiffres. On n'est pas même pas sur Grenoble. On parle d'Athènes. Oui, on parle d'Athènes. On parle d'Athènes. Alors Athènes et puis les environs. 500 élus pour 40 000 personnes, ça fait un... Ça fait du monde, ça fait du monde. Pour 1 an. Ensuite, on a la dimension Donc il y a ensuite les stratèges qui, eux, étaient élus. Donc notamment, on connaît tous le cas de Périclès, qui a été 15 fois stratège. Le stratège, c'était 10 membres élus. Il y avait un tribunal, ah oui, alors j'ai oublié de parler de l'ailier, un tribunal qui était chargé de la vérification des lois, et également qui était un tribunal d'appel, qui était constitué de 6 000 juges, tirés au sort, parmi la population, pour 1 an. Et il y avait un autre tribunal, qui est l'aréopage, où là, c'était l'héritage, on était désigné par héritage. Ce tribunal-là était soumis à l'ailier. Dans cette démocratie athénienne, les représentants ont le mandat impératif de faire ce qu'on leur a demandé de faire, et ils sont là pour 1 an. Point. Et, alors, cette démocratie athénienne n'était pas parfaite. C'est la démocratie qui a condamné à mort Socrate. Donc elle n'était pas parfaite, loin de là. Il n'empêche que, comme le fait remarquer Étienne Chouard, en 200 ans de démocratie athénienne, c'est globalement plutôt les gens modestes, les monsieur tout le monde, qui ont gouverné la Grèce antique, enfin Athènes, alors qu'en France, en 200 ans de République, c'est quand même plutôt les banquiers. Que dire de nos représentants? Qu'est-ce qu'ils représentent? Entre les mains de qui ils sont? C'est-à-dire aujourd'hui, ceux qui font l'opinion, c'est les médias. Les médias sont entre les mains de grands industriels, entre guillemets,
hein, que ce soit l'industrie du luxe, le télécom, la défense, ces choses-là. Et c'est eux qui font l'opinion. Même si aujourd'hui, les choses commencent un peu à bouger. Les gens se rendent compte de la manipulation et du décalage entre le pays légal et eux, le pays réel. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là à nouveau, mais je parlerai de nos fameux élus. Ceux qui font, alors nos élus qui font les lois. Je rappelle qu'aujourd'hui, le Parlement français, dans 80% des cas, vote des lois pour se mettre en conformité avec le Parlement, avec les règlements européens. Donc autant dire que voilà, ils font des lois que dans 20% des cas. Ils devraient peut-être les payer d'ailleurs que dans 20%, sur 20% de leur salaire. Ouais, c'est un peu démagogique ça. Et aujourd'hui, au jeton de présence, oui, n'en parlons pas. Et puis, bon, ils votent le budget qui maintenant est passe sous les fourches codines de la Commission européenne. Hein, les Italiens savent quelque chose. Comment ils sont représentés, ces députés? Donc aujourd'hui, 70% d'entre eux sont issus des catégories sociales professionnelles supérieures. Hein, CSP, les fameux CSP, CSP+, qui représentent en fait que moins de 20% de la population. C'est-à-dire que 20% de la population est représentée par 70% des députés. On va prendre le cas inverse, hein, c'est celui des ouvriers, qui sont à peu près 20% en France. Il y a un seul représentant des ouvriers, un seul ouvrier, déclaré comme tel, à l'Assemblée nationale, hein, c'est Jean Lassalle, qui est ouvrier agricole de profession. Donc à lui tout seul, il fait 0,2% de la représentation nationale pour 20%. Léger, un petit, on se rend compte un peu du décalage qu'il peut y avoir entre ces gens-là. Et puis donc on parlait tout à l'heure effectivement de l'élection présidentielle, hein, où, non, j'y viendrai plus tard, mais ces fameux élus de l'Assemblée nationale, au second tour, il y a quand même que 38% des inscrits qui se sont déplacés. C'est-à-dire que ceux qui ont été élus, ceux qui sont aujourd'hui députés, représentants de la nation, légitimes, etc., c'est-à-dire qu'il y a qu'entre 19 et 25% des électeurs inscrits qui les ont élus. C'est-à-dire que les trois quarts, plus que les trois quarts, entre les trois quarts et 80% des gens n'ont pas voté pour eux. Quelle est la légitimité? Tous les soirs d'élections électorales où l'abstention augmente, on se lamente, et dès le lendemain, on est légitime, on a été élu, tout le peuple est derrière nous. Au moins, on est dans la corruption de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, une solution hein, pour résoudre ces problèmes d'abstention, ça pourrait être une vraie reconnaissance du vote blanc. Et on compte vraiment le vote blanc. Et puis, s'il est majoritaire, l'élection est annulée, et ceux qui se sont présentés n'ont pas le droit de se représenter. Parce que finalement, si la majorité a voté blanc, c'est qu'ils ne voulaient pas de ces représentants. Ça, c'est une vraie reconnaissance du vote blanc. Et non pas ce qu'ils nous ont fait, je ne sais plus en quelle année c'était cette réforme-là, la reconnaissance du vote blanc, en fait, ils ont juste compté à part le vote blanc. Donc après avoir mis un petit peu au clair cette problématique de la représentation, je vais revenir sur l'histoire des référendums, de la démocratie directe, des plébiscites et des référendums en France. C'est là où je parle de la République des Escartons. Donc cette République des Escartons qui a duré du 29 mai 1343 jusqu'à la fameuse nuit du 4 août 1789. On abolit tous les privilèges, y compris celui d'être en démocratie. C'est la réalité. Donc c'est le Dauphiné, hein, autour du Briançonnais. Ça recouvrait aussi une partie du territoire italien. Une partie qui, en 1713, à la suite du traité d'Utrecht, passera côté italien. Et les gens donc, des Escartons reconnaissaient bien le dauphin comme leur suzerain et comme ayant le droit de justice, et ils lui payaient tous les ans à la Chandeleur, 2 février, hein, c'est bientôt, une somme de 4000 ducats. Évidemment, 4000 ducats en 1343, ça faisait une somme conséquente. En 1789, ça faisait un petit peu moins. Donc ils ont trouvé beaucoup d'intérêt. Hein. D'ailleurs, ils se sont battus pour essayer de conserver leur République des Escartons en 1789. D'abord en 1788 avec la réunion des États généraux à Grenoble. Et ça n'a pas marché. Et ensuite, quand ils sont montés à Paris,
et ça a été un échec complet. Donc certains ils sont les bons, plus ou moins bons cœurs selon les cas vers la République telle qu'on la connaît. Donc ces habitants d'Escarton s'administraient complètement librement, hein, l'utilisation des fours, des moulins, des droits d'eau, l'école, hein, l'école très important à cette époque, pour eux en tout cas, et ils avaient le droit de porter une arme. Ça c'est un point important. Un homme libre est armé. Donc chaque commune élisait un consul pour un an qui devait mettre en application les décisions de l'Assemblée. Mandat impératif. Et pour un an. Donc c'était ces assemblées où on décidait de ce qu'il fallait faire. Elles se tenaient une trentaine de fois par an. Plus presque 3 fois par mois. C'est quand même pas loin. Alors, on parle beaucoup, effectivement, j'aime beaucoup cette République d'Escarton. Elle est vraiment intéressante d'un point de vue historique et compréhension. C'est pas le seul cas en France. C'est la France, il y a qu'à voir à la sortie de nos églises, dans beaucoup d'endroits, sur la sortie des églises, il y a des espèces de bancs qui sont en pierre. Et en fait, pourquoi? Parce qu'à la sortie de la messe, le dimanche, les paroissiens se réunissaient là et décidaient de l'administration dont ils avaient le droit, des choses sur lesquelles ils avaient les droits. Et voilà, ça c'était une véritable, comme disait Maurras, une monarchie hérissée de république. Une petite république. Il utilisait le terme de république au sens république française. Oui, bah, c'est le mot que j'ai utilisé. Tout ça, ça a été aboli par la Révolution française. Toutes ces petites républiques, tous ces petits, plus exactement, toutes ces petites démocraties directes. Et avec la Révolution de 1789, on met en place la démocratie représentative. Il y a France 2 qui fait une émission qui s'appelle Data Gueule. Je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez trouver ça sur Internet. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça, Data Gueule. Et il y a 2 ou 3 sujets sur la démocratie. Ils expliquent bien. C'est fait par France 2, hein, je ne parle pas d'un site alternatif, etc. France 2, France Télévisions. Où ils expliquent que aussi bien la démocratie, la République française que la République américaine, ceux qui fondent ces 2 républiques, ils n'ont à aucun moment l'intention de laisser la parole au peuple. C'est pas leur intention. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils parlent de république et pas de démocratie. C'est France 2 qui en parle, hein, dans la taille. Je peux me permettre de relayer. Je ne serai pas complotiste. Donc, la démocratie représentative, en fait, système représentatif, la République, donc en 1780. Alors, pas en 1789, elle ne commence pas là, puisqu'il faut attendre la chute de la monarchie. Mais, une fois que cette République se termine avec le coup d'État de Napoléon, il a un vrai problème, il a besoin de trouver une légitimité. Et comme on aimait beaucoup la Rome antique à cette époque, il s'est tourné vers ce qui se trouvait dans la Rome antique avec le principe du plébiscite, hein, où en fait c'était des lois qui étaient votées par les tribuns, donc c'était des lois proposées par les tribuns de la plèbe et votées par la plèbe sans la participation des patriciens. Hein, et Jules César s'était appuyé sur la plèbe par rapport à Pompée qui lui s'appuyait sur les patriciens. Et donc Napoléon utilise le plébiscite pour faire valider finalement sa prise de pouvoir, l'instauration. Donc il fait ça pour l'instauration du consulat, le consulat à vie, l'Empire, et une dernière fois au moment des 100 jours pour l'acte additionnel. Donc 4 fois. Pourtant, on connaît tous les plébiscites de Napoléon. Enfin, c'est quelque chose qui a marqué nos esprits. Napoléon III, donc lui, il se réfère à son oncle, et de la même manière, il va utiliser le plébiscite donc pour valider ses 2 coups d'État, 1851, être président de la République pour 10 ans, 1852, la mise en place de la République, de l'Empire, les réformes de 1870, de mars et avril 1870, qu'il n'arrivait pas à faire approuver, il va passer par le plébiscite, puisqu'il avait perdu les élections législatives, et donc pour faire passer en force, il s'appuie sur le plébiscite pour réussir. Et puis, il y a aussi 2 référendums locaux, avec le rattachement de la Savoie et du comté de Nice. Et en travaillant sur le sujet, j'ai découvert que la République de 1870 avait également organisé un référendum à l'échelle de Paris. Elle n'a jamais essayé d'aller plus loin. Elle savait bien que jamais ça n'aurait validé. Donc finalement, en 70 ans, on a utilisé 7 fois ce principe du plébiscite, référendum, du plébiscite,
Et ça a marqué fortement nos esprits. On est tous imprégnés de cette histoire-là. Et De Gaulle, quand il arrive au pouvoir, la Constitution de 1946 a été approuvée par référendum, et De Gaulle fait approuver la Constitution de 1958 également par référendum. Et lui aussi, il a ce besoin de se légitimer. Donc, d'autant plus que la première élection de De Gaulle, elle se fait non pas au suffrage universel direct, mais par le biais des grands électeurs, dans le suffrage universel indirect, puisqu'il n'avait pas réussi à contrer les petits barons locaux, les petits barons de l'époque. Hein, je vous rappelle que c'est un vrai débat en France, hein, en 1958, la question de faut-il que le président soit élu au suffrage universel direct, à cause du précédent Napoléon III, enfin, Louis-Napoléon Bonaparte d'abord, et tout le monde disait oula, il ne faut surtout pas que le président soit élu au suffrage universel direct, ça va être un dictateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, enfin on en a déjà parlé. Et donc, comme il n'avait pas réussi à se faire élire au suffrage universel direct, il va utiliser 4 fois le référendum entre 61 et 69. Donc 4 fois en 8 ans, alors qu'auparavant c'était sur des périodes beaucoup plus longues. Et d'ailleurs, donc les Français qui ont bien compris cette dimension plébiscitaire finalement du référendum à l'initiative du président de la République, c'est vraiment comme ça qu'ils vont s'en servir. Le cas de 69 étant, voilà, ils ne voulaient plus de De Gaulle, ils ont mis De Gaulle dehors. Enfin, lui, De Gaulle est parti quand il a perdu le référendum. Il y a d'autres présidents qui ont perdu des référendums. Enfin, il y a un autre président qui a perdu un référendum en 2005, il n'est pas parti pour autant. Puis le Nabo qui l'a remplacé, le président de la République qui l'a remplacé, lui s'est empressé d'inverser la logique. C'est-à-dire que le plébiscite, c'était une validation ou une invalidation du chef de l'État. Avec ce qui s'est passé en 2005 et 2008, on inverse la logique, c'est les citoyens qui d'un seul coup n'ont plus le droit d'exercer leur pouvoir. Les citoyens. On fait, finalement, c'était le référendum à l'envers. Alors, qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde? Évidemment, la référence sur le sujet, c'est la Suisse, la Confédération helvétique, hein, dès la fondation en 1291. Il faut voir, en fait, autour du XIIIe, XIVe siècle, hein, la République des Cartons, 1343, la Confédération helvétique, 1291, alors elle n'a pas l'ampleur qu'elle a aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une vraie, au cœur du Moyen-Âge, il y a un vrai consensus autour de ces questions-là, il y a un vrai mouvement. Les rois de France ont beaucoup accompagné ce mouvement dans la mesure de leurs possibilités, quand ils pouvaient ils en profitaient aussi pour abaisser le pouvoir des féodaux. Hein, l'oligarchie, il faut toujours un peu s'en méfier. Et donc, alors aujourd'hui, les votations, la démocratie directe en Suisse a quelque peu reculé par rapport à ce qu'elle a pu être à d'autres périodes de l'histoire de la Suisse, notamment au niveau fédéral. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent plus faire, mais ils en peuvent encore un certain nombre. Je rappellerai d'ailleurs que les Suisses ont le droit de conserver leur arme aussi d'ailleurs. Lapsus révélateur. Ils sont appelés à voter 2 à 4 fois par an. Et dans chaque votation, en fait, il n'y a jamais ça arrive qu'il n'y ait qu'un sujet, mais en général, il y a toujours 2, 3, 4 sujets qui sont soumis à la votation. Tout ce qui est soumis à référendum a passé le cap des soit 50 000, soit 100 000 signatures. Il y a plusieurs cas. Dans ce que je vous ai donné, j'ai mis les 2 cas. Donc, dans le cadre de l'initiative populaire, c'est pour la demande de loi ou le veto par rapport à des lois, la demande de veto par rapport à des lois. Et quand on est sur de la réforme plutôt de l'ordre constitutionnel, on est sur 100 000 signatures. Donc sur des périodes, en plus il y a certaines périodes. Dans ce que je vous ai transmis, j'ai montré un petit peu si on faisait l'équivalent au niveau français, ce que ça donnerait en nombre de pétitions. Hein, la pétition, la manif pour tous dont on parlait tout à l'heure, qui a fait 713 000 signatures, elle aurait largement dépassé les 400 000 de l'initiative populaire et du veto populaire. À l'échelle cantonale ou communale,
Par contre, il y a beaucoup plus de pouvoir. Hein. Déjà, au niveau national, il y a pas mal de pouvoir. Hein. Les Suisses, en l'espace de 40 ans, ont été consultés 215 fois. Contre 35, soit 35 fois de plus que les Français. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est au niveau national, là où je disais qu'ils avaient perdu du pouvoir. Hein. On se le remettre dans la tête. Au niveau cantonal ou municipal, il y a un certain nombre d'endroits où ils ont effectivement aussi le pouvoir d'audit. Vous savez que c'est une fédération, donc en tant que système fédéral, les cantons ont un certain nombre de pouvoirs. Il y a un ministre, un premier ministre du canton avec un certain nombre de personnes qui sont des ministres pour le canton. Et alors, il y a 3 cantons qui ont conservé une histoire, un fonctionnement identique à ce qui s'est passé autrefois. Donc, il y a une assemblée qui s'appelle le Landsgemeinde. Et tous les citoyens donc, se réunissent au niveau cantonal pour voter à main levée. Donc, un sujet est mis à débat, est soumis au vote. Enfin, avant d'être soumis au vote, il y a un débat. Et à l'issue de ce débat, on vote à main levée. S'il y a la majorité, on adopte, et ensuite les ministres qui seront élus après devront le mettre en application, et puis si c'est pas voté, ils ne le mettront pas en application. Et ça, pour des périodes, donc ils se réunissent une fois par an, et ils élisent ces ministres pour 1 an, avec tous les sujets qui ont été délibérés. À noter que pour pouvoir assister au Landsgemeinde, il faut être armé, avoir une dague ou une épée au côté. Sinon, on n'a pas le droit de voter. Un citoyen, un homme libre, est armé. Point. Voilà, voilà. Aux États-Unis, alors ça c'est un sujet intéressant, les États-Unis, parce que cette démocratie directe a été introduite à la fin du 19e siècle dans l'État du Dakota du Sud. Donc les paysans à cette époque avaient une grosse pression parce qu'il y avait eu plusieurs années de sécheresse consécutives. Et les grossistes en grains, les grands monopoles de la côte Est profitaient pour les mettre un peu sous pression, faire baisser le prix du grain quand même. Et donc il y a eu une coopérative agricole qui a été fondée, qui ensuite a évolué en parti, politique, le parti populiste, qui avait pour objectif, entre autres, de mettre en place l'initiative populaire, le référendum populaire, donc la démocratie directe, au niveau de la constitution du Dakota. Donc ça a pris plusieurs années, hein, la création du Dakota du Sud c'est 1889, et la mise en place du référendum, 1898, une dizaine d'années. En 10 ans, ils ont réussi à mettre en place ce système-là. Pour finalement s'extraire. Alors ils sont tombés sur des hommes politiques en fait, qui étaient issus du parti populiste, c'est-à-dire des hommes politiques qui sont sortis du sérail, des paysans, enfin, des agriculteurs qui voulaient s'en sortir, et puis ils ont réussi à mettre en place, à imposer ce référendum et l'initiative populaire. Donc ça a été suivi ensuite par la Californie, qui depuis le milieu du 19e siècle, vivait sous le lobbying de la compagnie, la Southern Pacific Railroad, hein, la compagnie des chemins de fer, qui avait été fondée, vous savez, pour relier l'Est et l'Ouest des États-Unis. Et en fait, ces gens-là s'étaient dit, tiens, ça peut être intéressant de corrompre un peu les hommes politiques pour qu'ils votent des lois qui soient en notre faveur. Et ce qui a mis le feu aux poudres, en fait, c'est le vote d'une loi par les hommes politiques donc de Californie, qui octroyait à la Southern Pacific Railroad 5 miles de chaque côté de la voie de chemin de fer. Ça leur appartenait. Dans un pays où il n'y a pas grand-chose. C'est énorme. C'est énorme. Ils ont acquis des biens colossaux, etc. Et en fait, un petit peu à l'image de ce qui s'était passé dans le Dakota du Sud, là, au sein du Parti républicain, il y a des gens des hommes politiques qui en ont eu assez et qui sont sortis de ce parti républicain, qui ont fondé un parti qui s'appelait les progressistes et qui, petit à petit, a fait son nid, visiblement sous un torrent d'injures. On les a traités de communistes et d'extrémistes. Alors, aux États-Unis, un ex-communiste, c'est une insulte déjà à l'époque, hein, terrible. Et en fait, c'est à partir de 1907 où ces progressistes ont réussi à prendre du pouvoir, et en 1910, ils ont mis en place le référendum populaire et l'initiative populaire
pour le vote des lois, pour le vote de loi, le veto à certaines lois votées, et demander des choses, des réformes constitutionnelles. Dans les deux cas, en fait, ce qu'on voit aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que pour sortir de ce système de lobbying, de cette puissance de groupes formés, d'oligarchie, ils ont réussi, grâce à des hommes politiques courageux, à mettre en place ce qu'il fallait pour actionner, pour mettre en place la démocratie directe. Donc aujourd'hui, il y a 26 États aux États-Unis qui appliquent la démocratie directe au niveau de l'État. Et il y a la majorité des communes qui le font aussi. Alors, sous des formes différentes, plus ou moins. C'est très, très variable. Dans un grand nombre d'endroits, comme en Suisse, je ne l'ai pas évoqué, mais c'était écrit, ils ont aussi la possibilité, donc le peuple vote le budget. Il vote le budget. Et il faut savoir que l'immense majorité des communes qui sont, la quasi-totalité des communes qui sont gérées de cette manière-là, avec les citoyens qui ont le droit de décider du budget, de voter le budget, les communes sont mieux administrées et ont moins d'impayés, de problèmes, de dettes, etc. Donc tous ceux qui nous disent non mais c'est pas possible, ils savent très bien que si ça devenait le cas, on s'endetterait moins auprès des banques. Ah, c'est embêtant. Les banques, c'est les patrons de nos politiques. En tout cas, d'un certain politique en particulier, dont le nom commence par Mac et se termine par On. Maquignon. Maquignon, ouais. Ensuite, deux autres démocraties directes peuvent nous intéresser, c'est l'Allemagne et l'Italie. On le sait assez peu. Mais en Allemagne et en Italie, il y a des mécanismes au niveau fédéral, pour l'Allemagne, au niveau des Landes, pas au niveau fédéral, mais au niveau des États fédérés, donc des Landes, des Länder, un principe des systèmes de démocratie directe qui sont en place, donc avec, pareil, un certain nombre de signatures à obtenir. Les Italiens donc ont un système assez original aussi, puisqu'ils ont la possibilité d'avoir une initiative des lois à partir de 50 000 signatures. Alors, à partir de 50 000 signatures, ça leur permet d'avoir l'initiative de la loi, c'est-à-dire que la loi peut être soumise au Parlement, et c'est par contre les parlementaires qui vont ensuite voter la loi ou pas la voter. Mais ils ont la possibilité aussi, les Italiens, à partir de 500 000 signatures, je ne l'ai pas noté, mais c'est pas grave, je l'ai appris, à partir de 500 000 signatures, de faire une chose sous forme de référendum. Donc, les Italiens ont une démocratie directe, comme les Allemands, beaucoup plus développée que nous. Alors, après, ils sont quand même pas au niveau des États-Unis et de la Suisse. Hein. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on ne leur donne pas le droit de s'exprimer, hein, un peu comme la lettre de Macron. On n'a pas le droit de s'exprimer sur ce qu'on veut. Mais, en tout cas, ils ont quand même cette possibilité que nous, on n'a pas du tout. Alors, après avoir brossé ce portrait général des référendums, de la démocratie directe un peu partout dans le monde, et à travers l'histoire et un peu partout dans le monde, je suis revenu un petit peu sur les différentes propositions qui peuvent exister, qui ont pu exister dans notre pays. Donc la première à laquelle je me suis attaché, c'est celle qui a été faite par Yvan Blot. Si vous vous souvenez de lui, il est décédé il n'y a pas très longtemps, au mois d'octobre dernier. Il s'est beaucoup investi sur ce sujet démocratie directe. Il a écrit 2 excellents bouquins que je vous recommande, dont je vous recommande la lecture, La démocratie directe et L'oligarchie au pouvoir. Je suis beaucoup servi de lui pour préparer la conférence. Et en 2011, il était parvenu avec Christian Van Est, le député du Nord, à lancer une initiative pour mettre en place un véritable référendum, une initiative populaire. Il avait appelé ça comme ça. Moi j'aime bien d'ailleurs, je préfère populaire à citoyen. Soit dit en passant. Mais ça fait aussi RIP alors. Tout à l'heure je me suis moqué, c'est embêtant. Et donc, les républiques populaires, c'est pas terrible. Hein. Oui, les républiques populaires, c'est pas terrible. T'as raison. Ouais, c'est les démocraties populaires. Donc la proposition de Christian Van Est et Yvan Blot, donc, il proposait le droit de pétition avec 500 000 signatures. Le cas où on fait une demande, alors la pétition donc, de 500 000 signatures, c'est pour contester une loi votée.
la possibilité de demander, d'avoir l'initiative des lois, et donc sous forme de référendum, à partir de 800 000 signatures. Et puis, dans le cas où on veut faire une réforme constitutionnelle, c'est 1 million de signatures. Alors, 1 million, ça commence à faire beaucoup. 800, enfin, moi j'aime bien les chiffres de 400 et 800, ça fait un peu les mêmes chiffres que la Suisse. Dans ce qu'il proposait, donc il voulait... donc il limitait le... Alors, un défaut que je trouve à leur proposition, il y en a quelques-uns, mais un en particulier, c'est qu'il limitait les propositions à ce qui est prévu dans l'article 11, qui a été réformé en 2008. Pourquoi je suis un peu embêté? Parce qu'effectivement, ça concerne, donc, depuis la réforme de 2008, les référendums, l'organisation des pouvoirs publics, les réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale, les services publics et la ratification d'un traité. Et les sujets sociétaux, qui nous sont interdits, là, à nouveau, hein, on n'a même pas le droit d'en parler, les sujets sociétaux sont exclus. Et il faut savoir que la proposition d'Yvan Blot et Christian Vallès portait aussi sur les aspects communaux, départementaux et régionaux. C'est-à-dire qu'ils voulaient aussi instaurer et permettre les référendums aussi à ces niveaux-là. Et dans ce que je vous ai fait passer là, on voit que, enfin, si on applique l'exemple de la Suisse, on est allé entre 1 et 2%, hein, en fonction du nombre de signatures. On pourrait très bien imaginer qu'au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional, sur une pétition de donc 1%, 2% de la population, des inscrits, pardon, de population ce serait plus facile à atteindre, mais au moins des inscrits, on puisse faire quelque chose. Les autres propositions, donc il y a l'article 3 qui est une association qui fait une proposition. C'est assez complexe. Il y a des modifications de beaucoup d'articles, mais ça mérite quand même qu'on s'y regarde. Bon, eux proposent de supprimer purement et simplement l'article 11. Ce que je trouve dommage, parce que quand même dans le premier alinéa de l'article 11, il y a quand même le référendum d'initiative présidentielle. Finalement, je ne vois pas pourquoi on lui interdirait cette possibilité. Enfin, je trouve que c'est dommage, mais hormis ça, c'est pas non plus catastrophique. Globalement, c'est assez proche de tout ce que propose Yvan Blot, de tout ce que proposait Yvan Blot. Mais en revanche, ils n'avaient pas la dimension des collectivités territoriales. Enfin, ils n'ont pas la proposition au niveau des collectivités territoriales. Ce qui est dommage, parce que c'est vraiment l'exercice, la collectivité territoriale, la commune, le département, la région un peu moins déjà, mais au moins la commune et le département, c'est vraiment le lieu de l'exercice de la démocratie directe par essence. Mais bon, on a été pollué par la logique républicaine depuis 200 ans, et du coup on ne voit que le national. Il y a l'UPR qui en 2007 dans son programme en 2017 pardon, dans son programme avait proposé le référendum d'initiative populaire, pour reprendre l'expression. Alors dans leur proposition, dans leur projet, à la suite de l'initiative populaire pour un projet de loi, il fallait que ce soit validé, le Conseil constitutionnel avait droit de regard avant que la loi soit votée. C'est une petite limitation. Après, si le Conseil constitutionnel est correctement organisé, que les gens sont vraiment indépendants, qu'ils appliquent la Constitution, fait beaucoup de conditions, hein, ça peut marcher, enfin, ça peut être pas mal. Dans le cas contraire, c'est voué à l'échec total. Alors, ce qui est intéressant dans la proposition de l'UPR, c'est que, enfin beaucoup de choses intéressantes, mais entre autres, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le cas du référendum à l'initiative du président, il y a deux cas possibles. Soit il donne une consigne de vote, il dit il faut voter oui. Alors je vais commencer par l'autre cas, il ne donne pas de consigne de vote. Soit il ne donne pas de consigne de vote, dans ce cas-là, on vote ce qu'on veut, et puis bah, si c'est oui, il appliquera le oui, si c'est non, il appliquera le non. Ça, et puis c'est fini. Dans l'autre cas, c'est le cas où il donne une consigne de vote, il dit il faut voter oui. Il faut voter oui, c'est absolument nécessaire, par exemple comme à Maastricht, malheureusement on l'a perdu, mais au moins en 2005, il faut voter oui, c'est important, etc. C'est la liberté, enfin vous connaissez tout ce qu'on a subi à l'époque. Et dans ce cas-là, s'il perd, il est d'office démissionné. Ça c'est intéressant. Ensuite, sur le référendum d'initiative citoyenne, qui est en fait l'objet de la conférence de ce soir, qui est ce qui est proposé par les Gilets jaunes.
Alors, je me suis attaché à un article des Décodeurs du Monde du 7 décembre dernier. C'est là où c'est ceux qui en parlent le plus, qui sont rentrés le plus dans le détail. Alors, je ne sais pas exactement, moi, je n'ai pas vu la proposition stricto sensu, donc je m'appuie uniquement sur ce qu'ils ont écrit, eux, donc les Décodeurs du Monde. Donc, dans cette proposition, visiblement, il y avait cette logique de pétition, normale, avec 700 000 signatures. Du coup, c'est ça qui me fait un peu tiquer. C'est quand même relativement élevé, 700 000 signatures, en tout cas comme chiffre unique, qui est plusieurs niveaux, c'est logique, mais qu'on n'ait qu'un seul à 700 000, c'est quand même assez élevé. Bon, 700 000, on les dépasse aussi hein, en 2013. Bon. Alors, dans les propositions de RIC, il y avait aussi la possibilité de révoquer le mandat d'un élu. Et alors là, les Décodeurs du Monde sont intransigeants. Ils soulignent bien que c'est contraire à un principe de la démocratie représentative. N'allez pas nous destituer un député ou un président de la République, braves gens. Il y a d'ailleurs, alors il y a dans la vague du référendum d'initiative citoyenne, j'ai découvert qu'il y avait un député des Républicains, Julien Aubert, qui avait fait une proposition de réforme de la réforme de Sarkozy, qui réduisait à 1,5 million le nombre de signatures, parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans la réforme de Sarkozy, on est à 4 millions de signatures. 4 millions de signatures pour qu'on ait le droit à un référendum. Et qu'il y ait eu, je ne sais plus combien, je crois, une centaine de députés et sénateurs qui aient d'abord proposé le référendum. C'est le meilleur moyen pour que ça ne se passe pas. Alors bon, moi ce que je vois, c'est que tout ça, ça a beaucoup de points communs. Il y a quand même beaucoup de choses qui tournent un petit peu, il faut savoir, voilà, il y a besoin d'être précisé. Et je trouve que c'est là où tout ce que propose Étienne Chouard, tout le travail d'Étienne Chouard depuis 2005 est vraiment intéressant parce que Étienne Chouard, il a beaucoup travaillé autour de la question de la mettre en place des ateliers constituants pour qu'on discute et pour qu'on justement on trouve les formulations adéquates, un système où on puisse finalement par ces ateliers constituants qu'on imagine des constitutions où ce sont les citoyens qui imaginent la constitution. Alors évidemment il est dans une logique républicaine, hein, enfin républicaine au sens République française. Voilà, désolé, il faut mettre des limites. Donc c'est pour ça qu'il parle de ça. Mais encore une fois, c'est quelqu'un, moi je regarde beaucoup tout ce qu'il fait, tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui vient plutôt de l'extrême gauche. Hein. À la dernière présidentielle, d'ailleurs, a priori, il semblerait qu'il ait voté Mélenchon. J'ai vu une vidéo où il disait pour qui voter. Et puis, bon, il faisait l'apologie de François Asselineau. Et il disait, mais il faut voter Mélenchon. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait in fine, mais bon. Il a dit tellement bien d'Asselineau que je le soupçonne d'avoir voté Asselineau quand même. Donc ça, c'est... mais en tout cas, dans ce que j'ai vu chez Étienne Chouard, c'est qu'il a beaucoup travaillé cette question, et notamment sur tout ce qui est la démocratie, le mode de fonctionnement de la France sous l'Ancien Régime. Il a vraiment, sur beaucoup de sujets, il a remis les choses au clair auprès d'un public qui n'est pas nous. Et pour ça, il faut vraiment le souligner, le saluer, parce que c'est pas son origine politique. Et effectivement, ça me semble, et dans cette logique qu'il propose Étienne Chouard d'atelier constituant, je pense qu'effectivement c'est intéressant de travailler sur des sujets. Alors moi, je me suis un petit peu essayé, au moins l'exercice, de donner des idées. Donc effectivement, il me semble qu'un référendum d'initiative populaire, citoyenne, enfin un référendum à nous, quoi. Hein. Faudrait qu'on puisse avoir l'initiative des lois, qu'elles soient générales ou d'ordre constitutionnel, qu'on puisse avoir veto sur les lois, qu'on puisse révoquer des mandats, alors que ce soit à titre individuel, hein, mais aussi collectif. Et quand je dis individuel, c'est du maire au président de la République. Et quand je dis collectif, c'est du conseil municipal à l'Assemblée nationale. Je ne parlerai pas de l'Europe. Et que ça, et donc du coup, j'évoque bien, enfin je pense que ça vaut le coup de regarder ça aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Qu'on ait la possibilité de voter ou non les budgets. Surtout au niveau local. Surtout au niveau local, mais au niveau national aussi. Peut-être qu'il y a certains qui feraient bien de se faire attention, hein, certains ministères. La mise en jeu du mandat présidentiel, donc ça j'ai voté. Et alors j'ai réfléchi à un cas par rapport à cette problématique que tu évoquais du pays légal et du pays réel. Je me suis dit, ce qu'on a vécu en 2005,
c'était un pays légal qui était à 95% favorable à la Constitution européenne. Et je me dis, mais finalement, dans des choses comme ça, quand il y a une demande des citoyens pour faire tel sujet, il faudrait presque imaginer un mécanisme où si plus que, par exemple, 75% du pays légal appelle à voter oui, enfin appelle à voter non, par exemple, que ce soit le oui qui l'emporte de manière automatique sans même que l'élection ait lieu, quoi. Alors, pays légal, du coup, ce serait les députés, le président. Voilà, je pense qu'il faut réfléchir à... Donc voilà, j'ai essayé d'être plus rapide que la dernière fois. Je pense que c'est très important de regarder toutes ces choses-là. Donc moi j'ai essayé de retracer le sujet, de brosser le sujet dans une perspective historique, géographique, politique, philosophique, parce que c'est ma formation, enfin un peu globale, systémique. Et je pense que c'est vraiment important d'enclencher ces mécanismes de liberté du pays réel. Hein, Maurras le disait, l'autorité en haut, les libertés en bas. C'est ces libertés qu'on nous a volées, et l'autorité est devenue despotique, pour ne pas dire tyrannique plus exactement. Et pour moi, ça reste complètement compatible avec ce que prônait Aristote, justement, d'une organisation avec un système démocratique en bas, une démocratie directe au niveau local, une aristocratie intermédiaire et une autorité en haut. Il a beaucoup parlé de ça. Il y a le grand débat qui va normalement qui devrait démarrer demain. Donc ce week-end, quand j'ai regardé, on ne pouvait pas encore s'inscrire. Donc on est limité sur les thèmes, hein, évidemment. Donc j'ai beaucoup aimé le thème démocratie directe, même pas directe, et citoyenneté. Et je vous laisse apprécier un des sujets qu'ils évoquent comme ça. Hein. Comment mieux vivre ensemble et mener une politique d'intégration plus efficace et plus On vit pas avec n'importe qui. Voilà. Donc c'est les propositions de notre cher Pénon. J'ai imprimé sa lettre qui fait 7 pages. Hein. 7 pages écrites petit. Donc je l'ai lu. Ah oui, oui, je l'ai lu. Hein. C'est pénible. Hein. C'est pénible. Sans compter que pas un moment, alors évidemment, il y a un petit mea culpa sur le premier paragraphe, et puis tout le reste, c'est bon, mais de toute façon, je continue, et c'est moi qui ai raison. Il n'emploie pas une seule fois le mot gilet jaune. À aucun moment, il ne parle des gilets jaunes. Enfin, d'ailleurs, ils ont dit il nous prend pour des imbéciles. Donc, alors d'après le site internet qui s'occupe de ce grand débat, a priori, chacun, à son échelle, pourra organiser des débats. Oui. Alors, au niveau d'une association, au niveau de la municipalité... On en a tous les jours. Oui, alors oui, à la maison, oui, ça, c'est sûr. Mais quel intérêt si ce n'est pas pour peser sur les choses? On peut faire des débats à l'infini. Ça, c'est effectivement, comme vous le dites, c'est un grand... C'est pas intéressant. Néanmoins, je pense que ça vaut le coup quand même, peut-être au niveau de son quartier, des choses comme ça, de regarder. Qui se mord la queue. On sort jamais. Cela étant, il y a eu les cahiers de doléances là. Donc ça a été tellement bien mis en place que moi j'ai même pas, enfin on en a parlé quand on s'est vu là juste avant Noël, juste après Noël plutôt, moi j'avais même pas su qu'il y avait cette histoire de cahier de doléances. D'ailleurs je me suis renseigné à ma mairie, ils n'avaient pas fait. Hein. Non, ils attendaient les ordres du gouvernement, ils m'ont dit. Et puis ce grand débat effectivement c'est Les communes de Léance, voilà. Pour qu'ils soient identiques de ceux de 89. Il y a un article de la Constitution que tu n'as pas cité. J'en ai cité aucun. Si, tu en as cité quelques-uns. Je parlais que des articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui, mais il y a un article important qui dit que les partis concourent à l'expression du suffrage universel. Tout à fait. Et ce qui emmerde l'exécutif en ce moment, c'est que le mouvement spontané et protéiforme des Gilets jaunes ont court-circuité les partis qui, de fait de leur, cristallisation, ne représentent plus du tout la population, les électeurs. Mais au-delà de la notion de représentation, il y a une autre notion qui est dans beaucoup de pays, notamment dans les pays d'Europe du Nord, qui est très utilisée, qui est la notion de médiateur. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous pourrions préconiser dans
dans ces réunions, c'est quand même de retrouver cette notion de médiation. C'est-à-dire qu'on peut être... parce qu'une société, pour vivre, elle a besoin de médiateurs. Ne rêvons pas, on n'aura jamais une société irénique où il n'y aura aucun conflit, il y aura toujours une diversité de points de vue, et donc on ne peut pas toujours appliquer une règle un vote avec finalement une majorité absolue à 51%. Ça n'a pas de sens. Il y a des fois où certaines dispositions devraient être adoptées à une majorité des 2/3, et parce que ça met en cause, sur le long terme, la vie de la nation. Donc il ne faut pas avoir une espèce d'adoration des chiffres et d'un vote à 51%. Et donc, moi je pense que la médiation permettrait, si elle était diffusée en France, comme elle l'a été dans certaines provinces françaises sous l'Ancien Régime, ça permettait comme ça d'abord de régler pas mal de conflits, et puis d'éviter que soient portés sur la place publique des sujets qui relèvent parfois des lois fondamentales. Ce qu'il y avait de très fort sous l'Ancien Régime, et on avait beaucoup moins besoin de lois, c'est qu'il y avait des lois fondamentales non écrites, hein, et qui finalement étaient peu nombreuses, mais suffisaient à créer un consensus entre tous les Français, et il n'était pas nécessaire qu'on ait à définir par écrit. Voilà. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que sous l'Ancien Régime aussi, le principe de subsidiarité était largement appliqué, et le roi ne s'occupait que de ce qui le concernait. Aujourd'hui, les députés, ils en sont à voter des lois pour savoir si on a le droit de donner une fessée à son enfant ou pas. Ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. C'est vrai que plus il y a de lois, moins elles ont de chance d'être appliquées. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de morale. Le jour où on mettra à l'entrée d'une église, il est interdit de fumer dans... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que plus il y a de lois, ben c'est très mauvais signe, que les gens ne savent plus, enfin ils ne sont pas bien au courant de ce qu'ils vont faire. Il y a autre chose aussi, quand on dit que dans la Constitution, les partis concourent à l'expression du suffrage universel. Si on regarde les élections législatives, c'est le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Alors que si c'était la proportionnelle intégrale, la proportionnelle intégrale est utilisée en Israël. Et ça n'empêche pas Netanyahou de gouverner. Hein. Donc je ne vois pas pourquoi Macron ne pourrait pas gouverner avec une proportionnelle intégrale. Et là, les partis concourraient effectivement au suffrage universel. Alors qu'avec le scrutin uninominal, il le bloque. Après, avec un système... Il y a une considération qu'il faut avoir à l'esprit quand même, c'est que la France est un pays avec plusieurs façades maritimes, avec des vocations qui sont soit terrestres, soit maritimes, donc avec une diversité qui crée quand même plutôt du conflit, qui ne crée pas forcément de l'unité. Et l'unité historique que nous avons connue, nous l'avons connue parce qu'il y avait la volonté politique d'une famille, donc d'une succession de rois, qui avaient un projet politique, mais autrement, lorsque vous prenez la carte de France, il n'y a rien de bien naturel à son territoire. Son territoire, c'est le fruit de l'histoire, mais ce n'est pas le fruit d'une logique rationnelle. Donc il faut par conséquent que notre constitution, que notre pratique de la démocratie directe, tienne compte aussi de cette diversité d'intérêts, et il faut qu'il y ait une puissance arbitrale qui fasse que lorsqu'il n'y aura pas un accord sur certains sujets, eh ben, en absence d'accord, l'arbitre puisse arrêter la récréation et puis dire stop, ben, puisqu'on n'a pas trouvé d'accord, on verra plus tard, on réfléchit, on se donne le temps de la réflexion, mais il faut une puissance arbitrale, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Il est bien certain qu'en Suisse, il y a, par la géographie, une grande unité. Les gens se disputent peu sur le bien commun de la nation suisse. Il y a quand même des choses qui sont assez... Voilà, ça reste des Suisses. En France, c'est beaucoup plus difficile. Ils ont une autonomie, une autonomie locale qui est importante. Hein. Donc pour moi, il faut de la médiation dans le fonctionnement des corps intermédiaires et des collectivités territoriales. Et puis, voilà. Et puis, il faut une puissance arbitrale. Et donc, pour moi, c'est un roi qui peut seul l'exercer, parce qu'il est justement, il n'est pas soumis à l'élection. Il est donc indépendant, il est vraiment arbitre. Mais sans cette puissance arbitrale, hein, eh ben, c'est l'anarchie, mais il n'y a pas le plus 1. Hein, ce qui est beau dans la monarchie, c'est qu'il y a l'anarchie, mais il y a plus 1, il y a quand même un arbitre. Et ça empêche quand même le chaos. Hein. Mais c'est pas incompatible avec la proportionnelle. Mais c'est pas... Oui. Je pense.
Mais là-dessus, moi, selon les régions, j'ai vécu, par exemple, j'ai vécu dans le Nord, tu connais, toi, tu connais plutôt la région de Calais, mais dans la région de Dunkerque, dans la Flandre, il y a une appétence pour le consensus. Les gens, même quand ils sont de gauche ou de droite, ils sont quand même d'abord flamands maritimes. Il y a donc une culture quand même du consensus, une culture du bien commun, qui est... donc c'est pour ça que le mode de scrutin, est-ce qu'il faut qu'il soit le même dans toutes les régions de France? Moi, j'en sais rien, je l'affirmerai pas. Je ne sais pas si en Provence, est-ce que la proportionnelle est adaptable à la Provence? C'est pas sûr. 200 ans de jacobinisme ont largement modifié nos façons de réfléchir. Voilà. Aujourd'hui, il faut que tout le monde... mais est-ce qu'à La Réunion, ça doit être le même mode de scrutin qu'ailleurs? C'est pas sûr. Oui, il faut consulter les anciens, consulter les sages, bien réfléchir et puis regarder ce qui est le plus adapté à une culture, à une histoire et à une province. Voilà. Au début du Moyen-Âge, jusqu'à assez tardivement même, il y avait un... Quand on jugeait quelqu'un, on commençait par lui demander quelle est ta loi. C'est-à-dire qu'on lui demandait de quelle loi, de quels us et coutumes il dépendait pour rendre la justice. C'est très dangereux ça, parce que dernièrement il y a un type qui a été relaxé parce qu'il ne connaissait pas les codes. Alors, ça marche bien dans la société médiévale. Bien sûr, dans la société médiévale. Pas dans une société métissée. Pas dans une société cosmopolite. Ah non, bien sûr que non. En tout cas, c'est pour rebondir sur cet aspect de jacobinisme qui nous a complètement pervertis, sur le fait que, effectivement, selon qu'on habite à Dunkerque, à Brest, à Strasbourg ou à Perpignan, on ne vit pas les choses de la même manière et on n'a pas forcément les mêmes pratiques historiques, les mêmes coutumes, les mêmes us, et que la monarchie française, elle en tenait compte, et que c'est un sujet qu'il faut savoir se réapproprier. Alors évidemment, dans une société cosmopolite comme la nôtre, où on en est effectivement à relaxer quelqu'un qui a violé sous prétexte qu'il ne savait pas, le pauvre chéri, que ça ne se faisait pas. Je ne sais plus dans quel pays. Voilà la charia au Canada. Ah oui, mais bien sûr. Ouais. Donc là on est... C'est vrai, c'est une communauté d'esprit et de destin, mais à partir du moment où il y a une différenciation parmi la population, qui devient de plus en plus mahométane, c'est irrecevable. Moi, c'est ce qui m'a frappé justement dans les conversations que j'ai pu avoir samedi avec certains qui venaient de la CGT ou qui venaient... J'ai parlé avec quelqu'un qui était plutôt d'origine italienne, un autre d'origine espagnole, et eux, ce qu'ils disaient, c'est que pour devenir français, il aurait fallu faire tout un chemin. Donc ils m'ont raconté des anecdotes, etc. Mais ça leur a pas été facile. Ça a pris du temps. Mais le jour où ils ont été français... Ils étaient catholiques au départ encore. Alors en plus, non mais on n'a même pas évoqué ces sujets-là. Mais c'est le plus important. Voilà, non mais tout à fait, mais je ne pouvais pas trop... Mais ce qui était important pour eux, c'est qu'ils disaient, nous on a fait cet effort-là, et aujourd'hui, on accorde des droits à des gens qui ne font plus aucun effort. Et puis qui ont la haine de l'Occident. Alors que c'était des gens venant plutôt de la gauche, qui avaient sûrement voté communiste pendant des années, c'était des gens en révolte qui disaient c'est plus possible, on ne peut plus continuer comme ça. Parce qu'on n'aura pas de destin commun. Bien sûr. Juste un petit détail pour revenir sur la démocratie athénienne. Est-ce que tu connais ce passage de Aristophane dans les Acarniens où il raconte, c'est tout à fait au début, il raconte comment était fait le choix de ceux qui allaient participer à l'Ecclésia, sauf erreur. Hein, en tout cas, il devait aller à la Plix et participer à un vote. Et donc, eh bien, en vérité, il y avait des personnes qui étaient sortes d'agents municipaux qui avaient un grand cordon rouge et ils encerclaient les gens. Et ceux qui étaient encerclés devaient obligatoirement aller. C'était le problème de la participation. Voilà, la participation n'était pas toujours. Problème. Voilà, et c'est possible que ce soit de là que vienne l'expression s'occuper de ses oignons.
parce que le personnage qui parle, qui dit « Moi, j'ai accepté de venir et j'ai perdu mon temps, et pendant ce temps-là, j'aurais pu m'occuper de mes oignons. » Parce qu'il produisait des oignons. D'accord, dans la Grèce, mais puisque tu parles de ça, dans la Grèce moderne, le vote est obligatoire. Et tu ne peux pas sortir de la Grèce si tu n'as pas sur ton passeport un tampon qui montre que tu as voté. Sinon, tu dois payer une amende, etc. Enfin, on te retient à la frontière. Ça montre que la participation aux élections, elle n'est pas si spontanée, mais qu'il faut un peu pousser. Alors, Étienne Chouard parle souvent, il distingue élection et votation. Il dit, en France, on ne vote jamais, on élit. Oui, tout à fait. On élit des représentants, mais après, hop, on ne vote jamais. C'est la notion du mandat impératif. Ça fait partie des sujets... Là, dans ce que je vous ai fait passer... Après, il y a une autre question qui risque de nous tomber dessus, et moi, je n'ai pas de conviction là-dessus, je n'ai pas lu ni dans la presse nationale. C'est sur des référendums où il y a plusieurs questions, et on n'en a pas bien l'usage et l'expérience. Et moi, ça me fait un peu peur, mais dangereux. Moi aussi, ça me paraît dangereux parce que selon la formulation des questions, on peut en fait avoir l'impression d'avoir dit oui à telle ou telle proposition et puis après avoir détruit ce qu'on a fait. La question suivante. Je suis un petit peu hésitant. Il y a plusieurs choses. Par exemple, en Suisse, au cours des votations, ils votent sur plusieurs sujets. Donc, c'est pas de ça dont tu parles là. C'est le cas où... Non, mais ce qui se dit, c'est que Macron, à la suite de ces recueils du débat, nous ferait voter par référendum au même moment, le même jour que les européennes, sur 5 à une dizaine de sujets. Et pour lui, ce serait un moyen de noyer le poisson et peut-être de nous avoir fait dire oui à une première proposition en numéro 1, puis en numéro 8, d'avoir finalement défait ce qu'il a. Donc je me méfie des manipulations. Ah ben ça, la manipulation est universelle, elle peut survenir. Bien sûr, c'est sans arrêt. 365. C'est la fabrication du consentement dont tu nous as parlé. Ben oui, mais il faudrait parler aussi je sais plus. Non mais souvenons-nous d'un référendum qui nous a fait très mal, enfin moi qui m'a fait mal parce que je trouve que c'était pas l'intérêt de la France, c'était le référendum sur l'indépendance de l'Algérie, mais souvenez-vous de la manière dont les questions étaient posées, c'était à la fois est-ce que vous dites oui ou non aux accords d'Évian, mais il y avait en fait d'autres questions qui étaient induites par cette première question, et lorsque vous regardez après les accords d'Évian eux-mêmes, vous apercevez que le peuple français a dit oui à l'application des accords d'Évian, lesquels n'ont jamais été appliqués. Hein? Ils n'ont jamais été respectés. Il y avait plein de dispositions dans les accords d'Évian qui n'ont jamais été respectées. Donc il n'y a pas de contrôle du mandat, pourtant qui était impératif, hein, puisque c'était un traité, c'était des accords, et ces accords n'ont jamais été respectés. Il n'y a jamais eu de sanctions. Ce que je voulais dire, c'était la vertu. Sur la vertu, c'est ce que disait Montesquieu, disait que les troglodytes avaient fait faillite parce qu'ils avaient perdu la vertu. Et actuellement, il n'y a pas de vertu, puisque tout est fondé sur le mensonge et l'immoralité. Donc c'est un point essentiel. Ce que tu dis est tout à fait intéressant parce qu'il faut voir comme les vertus, ce sur quoi la société médiévale s'appuyait en France, toutes ces... Alors, le terme de valeurs ne me plaît pas trop parce que il a tellement été dévoyé par les valeurs de la République. Mais bon, utilisons-le quand même, les valeurs médiévales, elles ont été complètement inversées. Oui, aujourd'hui, c'est le mal à la place du bien complet. C'était caractéristique. Il parlait de dignité et d'autres valeurs qu'il n'a absolument pas respectées. Donc c'est quelqu'un qui tient un langage mensonger, comme disaient les Indiens, il a la langue fourchue. C'est 1984. La paix, c'est la guerre, la liberté, c'est l'esclavage, la vérité, c'est le mensonge. Voilà. Je sais plus, c'est dans le... Mais à propos de ces valeurs inversées, à propos de ces valeurs inversées, l'abolition des privilèges, c'était en quelle année? 4 août 1789. Bon, alors là, vous voyez, déjà là, ça commence à s'inverser. Pourquoi? Parce que les privilèges, c'était les privilèges des pauvres.
C'est-à-dire qu'à partir de là, on a mis des murs autour des propriétés des grands propriétaires terriens, alors que, juste avant, eh bien, de dimanche de Quasimodo jusqu'à, je ne sais plus quoi, ça pendant 6 mois de l'année, les pauvres pouvaient aller ramasser des champignons, du bois pour se chauffer, le gibier, tout. Et en fin de compte, là, on a appauvri les pauvres. C'était le début, comme maintenant, les pauvres s'appauvrissent, les riches s'enrichissent. Cette fameuse abolition des privilèges, ce n'est pas des riches, mais c'est des pauvres. Deuxième petite chose, à propos de la manipulation. Il y a 1 mois à peu près, une émission le soir avec, alors là j'ai été enchanté de l'entendre, mais on ne le voit plus du tout évidemment, Emmanuel Todd, qui quand même a une grande réputation. On l'a invité 1 fois, mais pas 2. Alors Léa Salamé voulait même lui couper son micro. Alors on invite, parce que ce type-là, c'est quand même un sociologue, hein. Et alors il commence à prendre la parole et il dit « Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi fier d'être français. » On voit des gilets jaunes, bien sûr. Et ensuite, ils étaient là, mais « Oh, l'Arc de Triomphe, qu'est-ce qu'on a écrit ?» Il dit « Écoutez, moi je suis d'une vieille famille de communistes, je peux vous dire que je peux assurer que c'est le gouvernement qui a mis toutes ces insultes sur l'Arc de Triomphe. » C'est pour ça qu'on a voulu lui couper le micro, vous voyez, et puis qu'on ne l'invite plus. Mais c'est ça la manipulation, c'est qu'on est constamment manipulé. Mais constamment. Oui, juste compléter en fait, on parle d'abolition des privilèges, donc si on dit vraiment abolition des libertés, voilà, là, ça rend plus son sens. En fait, on a aboli les libertés. Oui. Ah, les gens comprennent, oui, là, ils comprennent, parce que l'abolition des privilèges, ils croient que ce n'est pas le droit. Voilà, et ils sont plutôt contre. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas exprimé, qui souhaite le faire et notamment, qu'est-ce qui vous tient à cœur lors de ces réunions qui vont avoir lieu en mairie, et ensuite il est question qu'il y ait par région, après, un tirage au sort de 500 citoyens par grande région, et qui viendront faire la synthèse de ce qui aura été élaboré dans les mairies. Est-ce qu'il y a 2-3 points que vous avez en tête, et que vous, voilà, s'il fallait choisir, qu'est-ce que vous metteriez en tête? Enfin, je ne vous demande pas une réponse immédiate, mais en tout cas, est-ce que vous pourriez nous le faire savoir? C'est important. Hein? Oui, bien sûr. Il ne faut pas rêver. Il faut pas rêver. Oui, à commencer, moi, la première des choses que je demande, c'est l'abolition des privilèges. Tout à fait, oui. Excellent. C'est l'abolition des privilèges de nos députés, des ministres, de la haute administration, de tous ceux qui nous pompent de l'argent, qui ne déclarent pas tout. Chaque centime doit être déclaré. Vous recevez des allocations familiales, ça doit être déclaré. Vous recevez ci, ça doit être déclaré. Et puis, ce qui est important, à mon sens, c'est la problématique de l'endettement de la France. Oui, l'abolition de la loi du 3 janvier 73. L'abolition de la loi du 3 janvier 73. Il faut revenir ça. Qu'est-ce que c'est que cette loi? C'est ce qui a permis à l'époque, c'est M. Pompidou qui a fait ça, ancien de chez Rothschild, et qui a permis à l'État d'emprunter sur le marché financier. Et ça, c'est la plus grosse connerie qu'on ait pu faire en France. D'ailleurs, c'était calculé que si cette loi n'existait pas, la dette serait à peu près à 16-17% du PIB, ou la dette à 99%. Oui, sachant que cette loi a été... Donc il y a une loi similaire qui a été votée dans tous les pays d'OCDE, juste après la fin de la convertibilité du dollar en or, et juste avant le choc pétrolier. Moi, ce hasard. Bon moment. Bonne 5 ans. La problématique qu'il y a également, c'est qu'il faut imposer à l'État une gestion et à l'ensemble des collectivités territoriales une gestion saine des finances, et il faut donner le pouvoir de sanction à la Cour des comptes. Voilà. Oui, c'est ça, évidemment. Que la Cour des comptes puisse sanctionner les mauvais gestionnaires, les sanctionner de manière féroce. Il n'y a pas de quartier. Je vous rappellerai que par rapport à ça, quand il y avait des malversations, le roi faisait pendre haut et court certaines personnes. Il a commencé par les ministres. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été visiter la Cour des comptes et ont rencontré des conseillers à la Cour des comptes, mais c'est vrai qu'on pourrait se prendre peur et se dire c'est un ramassis de francs-maçons, c'est affreux, enfin c'est... En fait, comme c'est quand même des bosseurs,
comme c'est des gens qui quand même sont obligés de travailler, ils connaissent quand même bien leur dossier, et quand on farfouille un peu dans ce qu'ils produisent comme... eh ben on s'aperçoit que c'est pas si mal que ça, et qu'ils ont une notion du bien commun. Oui, mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de solution. Oui, mais au moins ce qu'ils produisent est quand même censé et dans l'intérêt du bien commun. C'est déjà pas mal. Et ça me semble très important. La loi du 3 janvier 1973, elle a été faite soi-disant pour éviter je ne sais quelle dérive qu'il y aurait eu, mais il y a des gens qui sont opposés et qui disent que ce n'est pas cette loi qui est la cause de l'augmentation de la dette. Moi, je ne suis pas convaincue. C'est un des éléments. C'est pas le seul, c'est un des éléments. Et c'est un élément clé. Oui. Et c'est un élément clé, puisqu'on a perdu la souveraineté. L'État a perdu la souveraineté. Mais il y en a qui font remarquer à la Banque de France. Il y en a qui font remarquer que, oui, je sais, mais si le problème vient non même pas d'après les opposants, ne vient pas de cette loi, mais du fait qu'on s'est mis à voter des budgets en déséquilibre. Et que depuis, il n'y a plus jamais eu bien de sûr. budget Mais pourquoi est-ce qu'on a voté des budgets en déséquilibre? Parce que avec la crise qui est arrivée juste après, l'État n'avait pas ce qu'il fallait, donc il a voté des budgets en déséquilibre, et pour les équilibrer, il s'est mis à s'endetter, et comme il ne pouvait plus s'endetter auprès de la Banque de France, il s'est endetté sur les marchés privés. Donc c'est vrai que c'est sans... c'est-à-dire que c'est pas la loi du 3 janvier 1973 en tant que telle qui a fait la dette. C'est la dette, c'est bien les gouvernements qui... mais sans cette loi, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. On aurait pu emprunter autrement. Auprès de nous-mêmes. La situation est complètement irresponsable à l'heure d'aujourd'hui. Il faut arrêter de balancer de l'argent par les fenêtres et de donner des tas de sommes d'argent à tout un tas d'associations. Et il faut commencer par tondre les budgets. Toutes les associations, eh bien, c'est ceinture. Et c'est les Français d'abord. Et arrêter de faire venir tous les envahisseurs là qu'on a, qui arrivent de partout, parce que c'est entièrement orchestré et ça se fait au détriment des Français. Et quand on a les moyens, pourquoi pas, mais quand on n'a plus les moyens, eh bien on commence par tondre et il faut remettre d'équerre les finances publiques. Et ça se fait par une gestion ferme des comptes publics, et s'il faut utiliser des moyens drastiques. Et les moyens drastiques, eh bien c'est... On arrête un certain nombre de subventions à l'étranger et les subventions à tout un tas d'associations. Parce que là, il y a un coulage d'argent tout un tas de gens, vous ne pouvez pas imaginer. Des gens qui ont plusieurs femmes, des quarantaines d'enfants, et qui touchent... Et des retraités qui ont 120 ans, mais qui sont toujours vivants. Les centenaires algériens. Ah oui, 14 milliards de fraudes à la Sécu avec des fausses cartes. Et toutes les fraudes et tout. C'est dément. Le gouvernement ne fait rien par rapport à tout ça. 14 milliards. Et c'est nous qui payons. Et demain, s'il y a une bulle financière qui explose, on va encore venir nous piquer nos économies. Et se servir quand il y en a, et se servir sur les assurances vie pour pouvoir renflouer la grande finance. Non, mais on se fout de la gueule du monde. Il y a le chèque éducation. Parce que là, ils se sont fait voter les lois tant au niveau européen qu'au niveau du gouvernement, pour aller ponctionner l'épargne. Oui, tout à fait. L'exemple c'est à Chypre. Oui, de 100 000 Chypre a été 100 000 € sur les fonds. Le laboratoire. Ça, moi, c'est du bonne qualité. Bon, je pense c'est du racket. Je pense que je vous propose de passer à côté. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors je vous laisse un tract des gilets jaunes là sur la table. Dis-moi le prix. Mais ça, c'est pas normal. Merci beaucoup. Qu'il soit protégé par rapport à la France de Brother, il apporte. Enfin, oui, il apporte des éléments supplémentaires, mais je pense que c'était mieux la France de Brother, Grenoble, mais je croyais que c'était à 15h. Et je suis tombée sur la manif qui se baladait. Non, je vais mourir.
Henri et on a encore des papiers. à l'écoute.